Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et je me rappelle toutes ces personnes, alors je sais pas si toi tu as eu ça, mais moi, toute mon enfance, tu as toujours des oncles, des tantes, des gens autour de toi qui disent « Ah ouais, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais eu l'opportunité de faire ceci ou de faire cela, et puis je l'ai pas fait. » Et j'ai toujours pensé de « Qu'est-ce que c'est bête comme histoire ?» Tu vois, ça m'a toujours frustrée, cette idée de dire « Ouais, j'aurais pu faire ça, et puis j'ai pas fait. » Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Nabila Hajkali, Head of Data Governance chez Jones Lang LaSalle, société américaine spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise. Nabila nous parle du métier de la data governance, de PropTech, de l'impact du Covid-19 sur l'immobilier d'entreprise, de futur du travail et de son expérience à Singapour. Mais en arrivant là, je me dis « Ouais, peut-être que là, ouais, je suis pas maghrébine, on me demande pas d'où je viens, c'est de quelle origine mon nom. » Tu sais, quand je dis voilà, je suis une telle machin, on ne demande pas de quelle origine. Tiens, ah, française, mais de quelle origine? Et tu vois, je me rends du compte de certains petits détails du quotidien qui avaient plu et qui rendaient ça plus facile de ne plus avoir ce bagage. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers si tu souhaites m'aider à préparer des questions à l'avance pour les prochains invités. Le lien est en description. Bonne écoute. Ok, bah écoute, salam alaikum wa rahmatullah, Nabila. Salam alaikum Abdrahman. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très très bien, je suis très content de t'accueillir sur le podcast. Moi aussi, merci pour l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et en dire un maximum sur toi en 30 secondes, s'il te plaît? Ouh là là, tu verras que c'est un challenge pour moi, 30 secondes en général pour parler. Donc, je dirais, donc je suis Nabila, je suis franco-algérienne. Je suis née à Alger, j'y ai grandi, j'y ai fait la première partie de mes études jusqu'à mon deuxième cycle. Après quoi, j'ai déménagé à Paris pour y poursuivre mes études. Et j'y ai passé la majorité de ma vie adulte. Aujourd'hui, je vis à Singapour avec mon mari et mes deux filles. Je suis Head of Data Governance pour la région Asie-Pacifique chez JLL, qui est une société de conseil en immobilier d'entreprise et de gestion. J'ai tenu les 30 secondes. C'est l'une des meilleures présentations concises et précises en 30 secondes que j'ai eues Bon, les dernières interviews. super, super. Bah, écoute, tu as terminé par dire que tu étais actuellement Head of Data Governance. Je pense qu'on peut commencer par là. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton métier? Alors, mon métier, c'est marrant, c'est quelque chose que j'ai fini par me résoudre à ne jamais être capable d'expliquer à mes parents. Donc, mes parents ne savent pas trop ce que je fais. C'est pas très facile d'expliquer d'expliquer le métier à des gens qui n'en sont pas. Je te Donc, comprends. c'est un métier qui est bon, donc dans la data, comme ce nom l'indique. Hein. Donc, c'est un métier qui s'occupe de gouverner la donnée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire gouverner la donnée? C'est tout ce qu'il y a autour des process, des outils et de l'organisation qu'on doit mettre en place pour être capable de maîtriser la donnée qu'on utilise. Donc, en parallèle de ce qu'on peut voir dans tout ce qu'il y a les projets big data, de technologie, etc., on entend très souvent cette phrase garbage in, garbage out, qui veut dire en français ordure en entrée, ordure en sortie, en référence à la donnée, si tu veux. C'est un petit peu la partie du monde de la data qui permet de s'assurer qu'avec des technologies de pointe, on utilise de la donnée en laquelle on peut avoir confiance, si tu veux. Donc, c'est la pratique dont l'objectif principal est d'avoir confiance en la donnée que tu vas utiliser pour prendre des décisions. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans le quotidien, le monde est en train de se digitaliser. Et si on commence à prendre des décisions basées sur des données et qu'on ne peut pas avoir confiance en ces données ou que ces données ne sont pas complètes ou pas clairement comprises, tu vois bien les dérives auxquelles ça peut mener. Donc voilà, si je devais décrire la gouvernance des données, c'est ça. C'est de s'assurer que la donnée qu'on va mettre dans ce nouveau monde digital, et on peut faire confiance à la donnée qu'on met dans ce nouveau monde digital. On n'a pas décrit ce que tu faisais, enfin, ce que la compagnie faisait. Est-ce que tu peux décrire? Tu travailles, c'est JLL? Ouais. Donc JLL, c'est une société de services et de gestion en immobilier d'entreprise. Je m'occupe principalement de la partie occupant, parce que dans l'immobilier d'entreprise, tu as deux principaux groupes, la partie investisseur propriétaire et la partie occupant. Donc, on s'occupe, si tu veux, de tous les locaux que des entreprises louent pour leurs bureaux, pour leurs data centers, pour les hôpitaux, enfin, tous les locaux occupés par les différents métiers. Les services que mon entreprise rend à ses clients, ça passe sur tout le cycle de vie, si tu veux, de l'occupation
des locaux. Ça part du moment où tu négocies une transaction pour trouver le meilleur bureau au meilleur endroit pour cette activité particulière ou la meilleure agence pour une banque, par exemple. Le réseau d'agences, comment tu positionnes ton réseau d'agences. Donc, il y a des services de conseil pour optimiser les emplacements. Ensuite, à la partie transaction immobilière, suivi de la partie administration de bail, gestion des renouvellements, etc. Il y a aussi la partie gestion de projet, donc les projets de construction qui partent de la construction complète, si tu veux, d'un bâtiment, d'un projet, d'acheter le terrain à construire ton bureau, à la réorganisation, si tu veux, des espaces. Quand tu as déjà des locaux et que tu dois refaire la peinture et réorganiser les bureaux à l'intérieur. Donc ça, c'est la partie projet. Et enfin, tu as la partie aussi gestion des installations, des infrastructures, c'est-à-dire faire en sorte que le bâtiment fonctionne. Donc ça, c'est tous les services. Alors, et je vais t'expliquer un peu, faire en sorte que le bâtiment fonctionne. Ça va passer de s'assurer qu'on a les services d'entretien qui passent régulièrement, s'assurer qu'il y a la maintenance de toutes les installations qui se font. Les ascenseurs, tout ça. Voilà, les ascenseurs, tout ce qui a trait à gérer les bureaux. La grande nouveauté, si tu veux, dans le domaine de l'immobilier aujourd'hui, c'est qu'après le monde de la fintech, où c'était un peu l'introduction de la technologie dans la finance, qui était il y a plusieurs années, qui a amené justement la finance à être un des domaines les plus matures, si tu veux, en termes de data. En ce moment, on est en pleine PropTech. Donc, au même titre qu'il y a eu la révolution technologique dans la finance il y a quelques années, aujourd'hui, c'est la révolution technologique dans l'immobilier. Et donc, toutes les entreprises sont en train de réorienter leur activité qui était très service, si tu veux. Tu vois, tu avais l'ingénieur qui venait réparer les assets, etc. Aujourd'hui, on arrive à un monde où il y a énormément d'opportunités pour les startups dans le monde de la PropTech, qui est la concaténation du mot property et technologie, comme c'était finance et technologie pour la fintech, si tu veux. Et donc là, c'est nouveau, si tu veux. Dans la partie immobilier, c'est quelque chose qui a démarré un peu plus tard. Donc, on est un petit peu aux prémices de cette excitation autour du digital dans le monde de l'immobilier. Alors, juste avant de continuer, je reviens sur deux choses. Déjà, pour bien comprendre un peu ce que vous faites. Donc, techniquement, les entreprises qui viennent vous voir, les clients que vous avez, c'est des entreprises qui viennent et qui vous disent, par exemple, on a besoin de bureaux pour 100 employés ou 1000 employés. Je sais pas, à Singapour, à Paris. On a besoin de ça, ça, ça. Ils ont des contraintes et des contraintes de lieu, des contraintes de ce qu'ils ont besoin dans l'entreprise. Ils veulent une cafétéria, par exemple, ils veulent ci et ça. Et vous les accompagnez pour trouver ce logement ou pour le construire s'ils veulent le construire, etc. Tout à fait. Et parfois aussi, ça peut être des clients qui ont déjà leur parc, parce que bon, on ne gère pas que des clients qui démarrent des activités, donc des clients qui ont déjà leur parc. Alors, je vais dire des noms, ça ne veut pas forcément dire que c'est des clients de JLL. Hein. Genre, les bureaux de Microsoft de par le monde, ils ont besoin de gens pour les gérer et pour s'assurer qu'ils payent bien leur loyer, etc. Donc, c'est le métier aussi qu'on fait. Donc, on intervient à toutes les étapes du cycle de vie de l'immobilier d'entreprise. Du coup, du choix des bâtiments, du choix des locaux, de la construction des locaux, à la gestion des locaux. Et disons-le aujourd'hui, la majorité du revenu, c'est sur la gestion des locaux, parce que voilà, toutes les grosses boîtes ont leur parc immobilier de bureaux, etc. D'accord. Et du coup, vous-même, vous travaillez avec des contractuels qui, par exemple, s'occuperont du maintien, de la maintenance de ces bâtiments. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a des gens de JLL qu'ils appellent, alors je vais utiliser le mot en anglais qui correspond au terme gestion des installations, ça s'appelle Facility Management. Tu as des gens de JLL qui sont des Facility Managers, et ces gens-là ont pour métier de coordonner tous les prestataires qui doivent intervenir sur les locaux. Un autre élément important sur l'évolution du monde de l'immobilier d'entreprise et de l'immobilier en général, donc je te parlais tout à l'heure de la PropTech, il y a un autre terme très important, une autre activité très importante qui a tout son sens aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec le Covid, c'est ce qui s'appelle, encore une fois, c'est un terme en anglais, c'est des termes internationaux, ça s'appelle the future of work, qui est le futur du travail.
C'est un peu le futur du poste de travail, le futur de l'habitude de l'employé. Et donc ça, c'est des sujets de recherche qui occupent énormément de monde chez JLL et chez tous les compétiteurs, qui sont d'anticiper, si tu veux, que va devenir le poste de travail, que va devenir la relation au bureau des employés du futur. On a vu le changement avec les millennials qui ont rapport au bureau qui est assez différent que les baby boomers. L'ouverture d'espace, la communication, la collaboration, la flexibilité, l'agilité, etc. C'est pour ça que vous verrez dans tous les bureaux modernes, on va plus sur de l'open space, on va plus sur des grandes cafétérias, on va plus sur des espaces très colorés, etc. Tout le monde a entendu parler des bureaux de Google, par exemple, qui font référence dans le domaine. Donc ça, c'est la référence, si tu veux, des recherches Future of Work qui avaient commencé avant le Covid. Et il y avait aussi une énorme volonté de mobilité. Et le Covid accélère, si tu veux ça, en essayant de réimaginer le rapport de l'employé au travail. Et c'est des activités qui mènent vraiment à rechercher la satisfaction des occupants de l'espace. Donc, les occupants de l'espace pour nos clients qui sont l'immobilier d'entreprise, c'est très souvent les employés. Oui. Et il y a d'énormes recherches qui se font dans ce domaine-là et le Covid a clairement accéléré certaines évolutions vers ce que je disais, l'agilité technologique, etc. Ce qui nous amène encore dans des sujets data. Alors là, je vais avoir 2 questions. Il ne faudra pas que j'oublie la deuxième, mais on va commencer par la première déjà. Tu as parlé de Future of Work. Est-ce que là, avec la situation avec le Covid, la pandémie, pour vous, est-ce que ça freine c'est un frein pour le marché? Parce que j'imagine qu'avec tout le travail qui est en remote, j'ai entendu beaucoup de compagnies qui réduisaient leur surface de bureau. Pour vous, c'est quoi les impacts? Alors, mon CEO te dira que c'est positif parce que ça nous projette, si tu veux, dans ce sur quoi on est, dans la trajectoire dans laquelle on était déjà. Donc, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Donc, je te dis, le Future of Work, ça existait avant le Covid. Donc, il y avait déjà une trajectoire pour réimaginer le rapport à l'entreprise. Donc, à court terme, c'est évident qu'il y a des impacts sur les espaces. On ne les verra pas forcément tout de suite dans les différents pays parce qu'il y a des contraintes légales de baux. Tu vois, tu ne peux pas casser ton bail du jour au lendemain parce que tu as décidé d'arrêter. Donc, je pense qu'à très court terme, c'est très ambitieux d'anticiper ce qui va se passer en termes de baux. Et aujourd'hui, on te dira oui, c'est stable. Mais je pense qu'il y a une part de stabilité qui est due au fait que ces baux sont quand même contraints par des contraintes légales et que tout le monde n'a pas pu casser son bail au premier confinement. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est encore une fois une révolution dans un métier. Et ceux qui sauront s'adapter à cette révolution, je pense, feront de très belles performances. Et peut-être certains n'y arriveront pas. Donc, les 2 éléments dont je te parle ici, c'est la capacité d'aller vers un bureau plus virtuel. Donc, tout ce qui va, les technologies, l'explosion qu'on a tous entendu sur Zoom, sur Teams, etc., ça, c'est un élément important. Les sociétés qui sont capables de proposer ça pourront toujours avoir des contrats avec les clients pour gérer leur relation à leur employé. Parce que la relation à l'employé, la relation au bureau, au travail, elle sera toujours là. Donc, ceux qui auront réussi à faire cette transition, on va dire, technologique et qui sauront réinventer leurs services surtout, je pense que ça, c'est quelque chose qui existera toujours. Un autre élément dont me parlait un collègue, c'est de dire, oui, d'accord, on aura moins de bureaux en termes de office bureau d'employés, mais rends-toi compte du nombre d'entrepôts, le nombre de data centers et le nombre de choses auxquelles on ne portait pas trop d'attention avant le Covid qui vont devenir plus cruciales dans l'activité. Donc voilà, tu as ces deux éléments pour moi. Le premier qui est le courage de prendre le virage de l'agilité et du poste de travail réinventé. Et le deuxième, c'est peut-être une réorientation des investissements immobiliers, peut-être moins de bureaux, mais peut-être beaucoup plus d'espace pour se rencontrer, d'espace pour faire des réunions, d'espace pour collaborer, de manière beaucoup plus dynamique, je dirais. Et encore une fois, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Si tu veux, dans nos bureaux les plus modernes, à JLL, parce qu'on est notre propre laboratoire, dans la plupart des pays, on n'a pas de place attribuée.
Oui. On a des espaces qui se transforment de bureaux en salles de conférence selon les besoins. Donc, je pense que c'est juste une accélération d'une tendance qui était déjà là. Financièrement, l'impact, il est là, on ne va pas se mentir, il est là. Donc, c'est sûr, il y a un impact sur du Covid et du changement des habitudes sur le monde de l'immobilier d'entreprise, mais au même titre que ce qui s'est passé quand la photo numérique est arrivée, il y a plein de métiers, il y a plein d'acteurs du monde de la photo qui ont su se réinventer vers le numérique, et il y en a d'autres qui n'ont pas fait le virage. L'exemple, c'est Kodak qui est toujours utilisé dans toutes les écoles de commerce, etc. Je pense qu'il va falloir réinventer des choses. On est complètement au moment là où dans l'immobilier d'entreprise, ça va être ceux qui se réinventeront qui réussiront à survivre. Cool. Tu as évoqué aussi le terme de PropTech. Dans votre domaine, qu'est-ce qu'il y a de technologique que vous amenez? Ah oui, bonne question. Donc, PropTech, qu'est-ce qu'il y a de technologique? La première chose, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec l'agilité du bureau, c'est d'être capable de fournir des prestations à des employés qui sont mobiles partout. Donc, toutes les solutions de sécurité, etc., côté très IT, on va dire. Donc, le premier élément de la PropTech, c'est l'IT. Mais ça, on va dire, ça ne s'applique pas spécialement à la prop, c'est tous les métiers. Le deuxième élément, tu vas l'avoir aussi bien dans le monde de la gestion des installations, donc du facility management, que du projet. Je vais te donner un exemple. Tiens, je vais te donner un exemple dans chacun de nos services, chacun de nos métiers. Parce que JLL aussi est en train de passer d'un monde de services à un monde de produits, si tu veux. Donc, je vais te donner des exemples dans ces différents métiers. Donc, sur la partie facility management, gestion des installations, etc., l'élément PropTech, c'est la capacité d'anticiper les activités de maintenance et d'optimiser les coûts de maintenance en utilisant la technologie. Mettre des capteurs dans les ascenseurs pour voir quand est-ce qu'il y a les premiers signes de dysfonctionnement qui permettent de faire en sorte que l'ascenseur ne tombe jamais en panne. Et encore une fois, ça fait partie de l'expérience de l'occupant de l'immobilier. Donc ça, il y a énormément de sujets sur l'anticipation des pannes, l'optimisation des remplacements, etc. Tu me diras, dans des métiers comme le trafic routier, l'aéronautique, ça existe depuis longtemps. Dans l'immobilier d'entreprise, c'est nouveau. C'était géré un petit peu à l'ancienne, on va dire. Et il y a une prise de conscience de la valeur de la technologie et de la data pour optimiser les coûts. Donc ça serait optimiser les coûts de maintenance, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, dans la partie administration des baux, faut se dire que quand on parle de baux d'entreprise pour un client, on parle de milliers de documents. Aujourd'hui, un des services que JLL propose, c'est, ils appellent ça abstraction, donc c'est abstraction d'un bail papier en un document digital certifié. C'est-à-dire d'être capable d'avoir confiance en une ligne dans une base de données au même titre qu'un bail contractuel papier. D'accord ? Donc ça, c'était un des services. Et dans le passé, comment ça se fait ? On a des centres de services avec des personnes qui ont été formées à lire un bail, qui vont répertorier ce qu'il y a dans ce bail dans une base de données qui est certifiée avec des contrôles, des audits, etc. Donc, tu vois bien que c'est une activité qui prend énormément de temps, si tu veux. Oui. Aujourd'hui, un des sujets sur lesquels JLL s'est engagé, c'est de travailler sur l'automatisation et utiliser des outils avec l'artificial intelligence pour pouvoir lire de manière automatisée les baux au lieu d'avoir des personnes qui vont le faire manuellement. Et il y a de l'artificial intelligence derrière qui va permettre d'apprendre mieux à chaque fois qu'on le fait parce qu'on sait très bien qu'un bail, ce n'est pas un document standardisé. Donc, à chaque fois que tu vas avoir un nouveau bail, il sera présenté d'une manière différente. Et donc, forcément, au début, avoir un outil de lecture automatique va générer de l'erreur. Et donc, il y a des modules d'intelligence artificielle derrière qui permettent d'apprendre au fur et à mesure ou apprendre à la machine à lire des baux de plus en plus différents, de cultures différentes, de pays différents, etc. Donc, ça, c'est le sujet. C'est pour quoi faire derrière? C'est pour le présenter aux clients? C'est quoi l'objectif? Non, alors voilà, l'objectif de lire les baux, c'est de pouvoir les mettre dans une base de données et pouvoir créer des alertes automatiques pour gérer les renouvellements et gérer tous les événements clés qui arrivent dans le cycle de vie d'un bail. Ah, d'accord, avoir des notifications, par exemple, s'il faut prévenir 6 mois à l'avance pour le renouvellement ou 3 mois à l'avance, il y aura une notification pour se préparer, etc. Exactement. Le pire cauchemar de nos équipes d'administration des baux,
c'est d'avoir raté un événement et qu'un client il soit obligé de quitter les lieux alors qu'il n'avait pas prévu de changer de bureau ou qu'il voulait renégocier son bail pour pouvoir rester 2 ans de plus dans les locaux. Oui. Donc, le pire cauchemar d'un gestionnaire de bail, c'est ça, c'est d'avoir loupé un événement. Ok. Donc ça, c'était l'exemple dans les gestionnaires de baux. Ensuite, dans la partie projet de construction, il y a énormément de virtual reality, donc de réalité virtuelle, parce que, encore une fois, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément de visites de chantier, il y a énormément de contrôle des installations, énormément de contrôle de l'avancement du chantier, etc. Et donc, l'idée qu'on a, enfin, les choses qui commencent à être mises en place, c'est des outils de réalité virtuelle qui permettent aux gens de faire une visite chantier sans être sur le chantier. Donc, tu as une économie énorme en déplacement de tous des chefs de projet, des directeurs de programme, etc. Donc, il y a une économie énorme en termes de déplacement, en termes de perte de temps, et aussi une capacité de superposer de l'information électrique, l'information des murs, l'information de plomberie, etc. Donc, il y a la réalité virtuelle dans le monde du projet. Ensuite, dans le monde de la sustainability et de la gestion de l'énergie, qui est un sujet aussi très important dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Hein, c'est devenu une des priorités, si tu veux. Ce qu'on va faire dans ce domaine-là aussi, c'est tout ce qu'on peut voir avec les capteurs, tu vois. Anticiper les consommations, comparer les consommations des différentes locations, comparer les bureaux les uns aux autres. Et tout ça, tu vois bien que ça va nécessiter d'avoir de la donnée structurée d'une manière suffisamment consistante pour qu'on puisse la comparer. Oui, la benchmarking. Donc voilà, exactement, pour benchmark. J'ai voulu éviter le jargon. Donc maintenant, le lien entre la tech et la data, qui est le sujet sur lequel moi et mes équipes on travaille, c'est que pour pouvoir mettre en place toute cette high-tech, ça consomme énormément de données. Ça nécessite beaucoup de données pour pouvoir être pertinent, pour pouvoir donner une information en laquelle on peut avoir confiance. Et donc, l'exemple que j'utilise beaucoup avec mes équipes, c'est l'importance de l'implication du métier et que le métier soit vraiment mis dans la boucle pour pouvoir être au top au niveau tech. C'est cette conversation que j'ai eue avec le responsable des équipes Facility Management à qui j'avais demandé où étaient les dates d'achat et de maintenance des clims, parce qu'on comprend bien que c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir faire des comparaisons, des analyses et des benchmarkings sur quel est le meilleur moment pour les remplacer. Et sa réponse m'avait complètement étonnée, c'est que ça m'avait pris un temps fou de lui expliquer pourquoi c'est nécessaire. Et lui, il me dit non, mais je n'ai pas besoin de la date d'achat de la clim. Il était centré dans une vision service et pas centré dans une vision produit ou exploitation des données derrière. C'est-à-dire que quand on arrive dans la partie tech, les gens qui produisent la donnée, ce n'est pas forcément pour leur usage premier. Il y a des gens qui vont produire de la donnée, et puis tu as potentiellement d'autres personnes qui veulent exploiter cette donnée pour en faire autre chose. Et donc, si tu n'arrives pas à avoir l'engagement du métier qui produit la donnée pour pouvoir créer cette nouvelle intelligence technologique, c'est très compliqué. Parce que tu peux fabriquer toute la technologie que tu veux. Si tu n'as pas les données de base qui te permettent de savoir cette clim, elle est où, elle a été achetée quand, sa date de fin de garantie, c'est quand, toutes les réparations qu'il y a eu dessus, c'est quand. Si le métier ne rentre pas avec toi dans le jeu pour capturer cette information, tu peux créer tous les outils technologiques, il te manquera toujours la donnée pour pouvoir en faire un usage intelligent. Donc, c'est là que JLL a investi dans la data governance en même temps que dans le BI il y a 6-7 ans, je crois, en précurseur dans le domaine PropTech. Alors là où dans la banque, c'était quelque chose d'évident, dans la PropTech, c'était le grand événement de JLL qui créait son département data governance et JLL qui créait son département BI. C'est vraiment le lien entre tout ce qui est technologique et la donnée qu'il faut derrière et l'engagement du métier qu'on doit obtenir pour pouvoir avoir cette donnée à disposition dans une forme et une qualité suffisante. Ok, super. Du coup, tu as dit au tout début, tu as grandi en Algérie, tu as vécu en France, puis tu es venu récemment, il y a quelques années, à Singapour. Comment est-ce que tu es passé de l'Algérie à Head of Data Governance à Singapour? Alors oui, c'était pas mon rêve de petite fille, donc j'ai pas grandi avec l'idée d'aller faire de la data quand je serai grande. C'est quelque chose qui s'est passé très progressivement, et je pense que c'est très important dans la vie étudiante, dans la vie professionnelle, de toujours être ouvert
aux opportunités, aux nouvelles choses qu'on découvre. Mhm. Donc j'ai commencé, oui, comme je te disais, à Alger. J'ai passé toute mon enfance, le début de ma vie adulte aussi, puisque j'ai fait jusqu'à l'équivalent du deuxième cycle, qui est une maîtrise, ça s'appelait un DES à l'époque, qui est une Mhm. maîtrise. Donc j'ai fini mon DES de physique fondamentale en fait en Algérie. J'ai commencé dans la physique. D'accord. Donc rien Euh, à voir avec le data. ouais, donc voilà, j'ai fait un bac maths, j'ai fait une maîtrise de physique en Algérie. Quand j'ai déménagé à Paris, j'ai d'abord fait une année d'équivalence pour valider en fait mon diplôme algérien. Donc naturellement, comme en Algérie j'étais DES physique, et ben j'ai recherché une maîtrise de physique. Donc j'ai fait une année de maîtrise de physique fondamentale à Paris. Et c'est le début, si tu veux, de mon cheminement de tiens, qu'est-ce qui se présente à moi? Tiens, bah, je vais aller plutôt par là. Et puis après, tu vas par là et tu dis bah, tiens, qu'est-ce qui se présente à moi? Je vais aller plutôt par là. Donc, comment de la physique fondamentale, j'ai fini dans la data? Mhm. C'est que quand je suis arrivée en France, j'arrive à Paris pour faire ma maîtrise fondamentale, bien évidemment avec un gros complexe d'infériorité. Hein. Tu sais, j'arrive à Paris dans une grande université, dont un des profs, j'arrive en cours, c'était le bouquin qu'on utilisait, c'était l'auteur du bouquin prix Nobel qu'on utilisait, si tu veux, quand j'étais à Alger sur la physique nucléaire. Donc, très impressionnée. Honnêtement, arriver là-bas, très impressionnée. Donc, je passe cette année de maîtrise super intéressante, super challengeante aussi, parce que c'est un autre monde, une autre culture, des autres gens, etc. Et je me rends compte que je suis dans un environnement de gens qui se préparent à devenir soit des enseignants, soit des chercheurs. Et c'est la Oui. première fois que je me pose la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard. Jusque-là, je n'ai que étudié des choses parce que ça m'éclatait. Tu vois, Mhm. ouais, la théorie des cordes, c'est génial. La physique nucléaire, j'adore. Leur activité, c'est super intéressant. Je l'ai étudié par l'intérêt d'apprendre, si tu veux. Mais Oui. jamais par la projection de dire qu'est-ce que je vais faire les 40 prochaines années de ma vie. Et donc, arrivé donc à Jussieu dans cette maîtrise de physique fondamentale, ce prof-là nous dit le luxe qu'on a dans la physique fondamentale, c'est le luxe ou le loisir, si vous voulez, de passer à sa vie à chercher quelque chose qu'on trouvera peut-être jamais. Et donc, je rentre chez moi et je me dis, mince, est-ce que c'est un luxe pour moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que c'est comme ça que je projette mes 40 prochaines années? Parce que bon, la vie professionnelle en France, c'est 40 ans. Le Et mec puis, je essaie de vous parle avec des gens motiver autour et de moi. il t'a complètement C'est démotivé. ça, non. Ah, mais ils étaient tous ébahis de ça, tu vois. Et je me suis rendu compte, est-ce que je suis à la bonne place? Et donc, j'ai discuté avec des gens qui étaient dans les étapes après, donc les gens qui préparaient des DESS, ensuite des thèses sur ces sujets-là. Et je ne me suis pas du tout projetée, je ne me suis pas du tout identifiée. Mhm. Donc, je commence à regarder qu'est-ce que je peux faire. Et bon, comme tu le sais, je ne suis pas toute jeune, donc à cette époque-là, il n'y a pas Internet. Donc, quand tu cherches tes orientations, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au CDI et tu commences à éplucher les brochures. Le CDI. Et le centre de documentation et d'information Oui. de la fac, tu sais, Ouais. ça a dû disparaître du coup. Je pense que ça ne doit plus exister dans les Ça facs existait maintenant, les encore au CDI. lycée, mais à la fac, je ne sais même plus si ça existe maintenant. Et ben voilà, moi à l'époque, c'était ce que tu utilisais pour t'orienter, pour chercher. Donc je passe du Mhm. temps à chercher, même si je m'éclate dans ma maîtrise de physique fondamentale, parce que c'est toujours les choses que j'aimais apprendre pour le plaisir d'apprendre. Je commence vraiment à me poser la question de mais qu'est-ce que je vais faire, enfin, dans quoi je vais travailler plus tard. Et je suis sûre que je veux quelque chose de plus appliqué. Je veux pas être dans la théorie, la recherche, Oui. les Plus proche boules du de réel. recherche à vie, etc. Voilà, j'avais envie d'être plus proche du réel. Et donc, je découvre l'école d'ingénieur, enfin, dans mes recherches, dans les brochures. Et puis, il y avait des conseillers d'orientation aussi, comme au lycée. Euh, Mhm. et donc, voilà, donc je découvre l'école d'ingénieur et je me dis, bon, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais dans quoi? En physique, école d'ingénieur, où est-ce que ça te mène? Donc, je regarde. À cette époque-là, j'avais une option qui s'appelait théorie du signal. Dans ma maîtrise de physique fondamentale, c'est pour nous ouvrir un peu à d'autres choses. Je faisais de la théorie du signal. C'est dans ce sujet-là que que j'allais faire mon mémoire de maîtrise. Et je me rends compte que ça me plaît bien parce mon mémoire de maîtrise, c'était sur la reconnaissance vocale et tous les challenges que tu avais à faire de la reconnaissance vocale avec les différents accents, les différentes langues, etc. Donc, je trouve ça vachement plus réel et palpable et je me dis, c'est là-dedans que je veux aller.
Donc, je commence à regarder les écoles d'ingénieurs, qui à l'époque, et aujourd'hui aussi, je pense, hein, c'est quand même assez élitiste. Ça coûte assez cher. Alors, même si j'aurais pu demander à mes parents, c'était pas un gros problème de moyens, c'était juste de dire, bon, je ne vais pas postuler à 20 écoles, parce que ça va revenir très cher. Il faut que je cible mieux. Donc, je cible sur les télécoms. Et donc, je postule à l'INT. À l'époque, ça s'appelait Institut national des télécommunications, l'INT à Évry, qui aujourd'hui s'appelle Télécom Sub Paris, Oui. qui a pignon sur rue, qui est bien reconnu et qui a l'air de faire des choses qui me permettraient d'aller vers les métiers qui m'intéressent. Donc, je postule pour rentrer sur titre, bien sûr, hein, parce que je n'ai pas fait tout ce parcours prépa, tout ça. J'étais en Algérie, je ne connaissais pas ce monde-là. Donc, je vois qu'il y a des entrées, comment ça s'appelle, des passerelles, si tu veux, pour entrer dans les écoles d'ingénieurs, après la prépa, avec une maîtrise. Donc, je passe les oraux, je fais mes dossiers, etc. et je suis prise. Donc, je rentre à l'INT et là, effectivement, je découvre la différence entre la fac et l'ingénieur. La fac en sens métier de la recherche et l'ingénieur en sens plus application. Là où en fac, on passait tout le cours à essayer de démontrer tous les théorèmes, toutes les choses qu'il y avait dans la physique fondamentale. En école d'ingénieur, tu commençais le cours avec ça en disant, bon, voilà, ça fait ça. Et après, tu partais beaucoup plus sur les applications. Donc là, je savais que j'étais à la place où je devais être, même si, bon, tu regardais autour, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Je savais que c'était l'endroit où je devais être parce que c'est ce qui m'intéressait. Donc, je suis diplômée de l'INT. Je choisis l'option système d'information. Après ça, encore une fois, plusieurs opportunités. Quand tu sors d'une école d'ingénieur, en tout cas celle de laquelle je sortais, tu as 3 choix principaux. Aller vers un client final. Et donc, la réputation, c'était de dire, oui, bah là, tu rentres dans une boîte, tu choisis une grosse boîte, tu fais ta vie, ta carrière là-bas. Par contre, tu n'as peut-être pas beaucoup d'opportunités de voir des choses différentes parce que tu pars dans un cycle, si tu veux. Tu avais l'autre option qui était rentrer dans un cabinet de conseil. Et moi, pour toutes les raisons qui font que je suis qui je suis, hein, soit parce que ce complexe de ne pas avoir le même parcours, soit le fait que je sois une fille, je ne sais pas, le cabinet de conseil me paraît inadapté quand tu es débutant. Je me suis dit, mais je vais conseiller qui avec ce que je sais aujourd'hui? Alors que j'ai des copains et copines qui avaient fait ça. Hein. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que tu vas aller faire le consultant si tu n'as jamais vécu ce sur quoi tu es en train de conseiller les gens? Donc, En je fais première le année troisième choix. d'expérience, commencer à conseiller les gens. Ouais. Ouais, mais il y en a plein qui font ça. Hein. Tu commences junior consultant et puis après, tu évolues. Hein. Y a pas de... Et tu Mais n'étais pas à moi, l'aise à l'idée de personnellement, faire je ne me ça. suis pas sentie. Voilà, je me suis pas sentie à l'aise. Donc, la troisième option, c'était aller en société de service qui apportait beaucoup plus de diversité, d'expérience, parce que tu travailles avec différents clients dans différentes industries et tu fais plein de choses. Donc, je choisis la voie société de service par rapport à ça. Je rentre en stage dans une société qui s'appelle Steria, une société française où je fais mon stage, après laquelle je suis prise en tant que jeune diplômée. Et pendant 11 ans, j'évolue dans cette société en passant de développeur. Donc, je voulais vraiment avoir fait les choses avant de pouvoir conseiller qui que ce soit. Donc, je commence développeur. Progressivement, je me vois confier des petits projets en tant que chef de projet. Et donc, j'évolue dans ce métier de chef de projet, puis directeur de projet. Et au bout de 11 ans, donc j'ai vu plein de gens qui ont passé 2 ans, qui sont partis. C'était après la bulle Internet. Donc, il y avait plein de gens, tu vois, qui t'expliquaient que ouais, j'ai fait un gap de 40% en changeant de boîte, etc. Moi, je n'avais pas des gaps de 40% par an, mais je trouvais pareil que ce que j'apprenais au boulot, c'était bien, que j'évoluais correctement, que chaque année, j'avais des nouveaux challenges, etc. Et j'étais bien. Et au bout d'11 ans, je me suis dit, bon, ok, j'ai été bien, j'ai évolué, donc ça ne m'a pas pénalisé de passer 11 ans dans la même boîte, mais aujourd'hui, je dois me poser la question. Parce qu'après 11 ans, soit je continue et après, je serai plus vendable, tu sais, parce qu'après, tu as cette étiquette de dire, tu n'as vu qu'une seule culture d'entreprise, qu'une seule boîte, c'est plus difficile de bouger, même toi, tu t'encroutes. Et donc, je me suis dit, soit je fais le choix de rester là, et puis c'est un choix de carrière, hein, c'est ni bien ni mal, mais soit je reste maintenant et je sais que je passerai toute ma carrière dans cette boîte, ce qu'avaient fait beaucoup de gens qui étaient épanouis dans ma boîte, soit je me challenge et je sors de ma zone de confort et je vais essayer autre chose. J'y réfléchis un certain temps et je décide que, voilà, comme dans la vie, je me suis toujours dit, il ne faut jamais avoir de regrets. C'est-à-dire que quand tu as une opportunité, il faut essayer. Si tu te plantes, c'est pas grave, tu t'es planté, tu auras essayé.
Et si tu réussis et que ça ne te plaît pas, tu peux toujours retourner faire autre chose. Donc, à ce moment-là, je me pose cette question et je me rappelle toutes ces personnes. Alors, je ne sais pas si toi, tu as eu ça, mais moi, toute mon enfance, tu as toujours des oncles, des tantes, des gens autour de toi qui disent « Ah ouais, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais eu l'opportunité de faire ceci ou de faire cela et puis je ne l'ai pas fait. » Et j'ai toujours pensé de « Qu'est-ce que c'est bête comme histoire ?» Tu vois, ça m'a Oui, toujours frustrée, cette idée de dire « Ouais, j'aurais pu faire ça et puis je n'ai pas fait. » Et donc, voilà, le drivé regret. par ça, je me dis, voilà, le regret, la peur du regret. J'ai toujours eu peur de regretter de ne pas avoir fait les choses qui se présentaient à moi. Donc, drivé par ça, je me dis, écoute, j'y vais. Et puis, cette boîte, je sais très bien que si j'ai envie de revenir, je peux y revenir. Donc, j'y vais et je change un petit peu de direction pour aller vers un cabinet de conseil en data. Donc, je fais partie de l'équipe conseil data gouvernance dans une boîte qui s'appelle Logica Business Consulting, qui aujourd'hui est devenue CGI Business Consulting. Non, ils sont plus Business Consulting, qui est devenu CGI. Et donc voilà, je finis dans le conseil, je passe 3 ans dans le conseil, et au bout de 3 ans, mon mari, qui a toujours eu envie de bouger, toujours eu cette nécessité de faire autre chose, se voit proposer une opportunité à Singapour. Et c'est comme ça que je me retrouve à Singapour, que je cherche du boulot, que je fais un petit passage par Steria justement parce que j'avais du mal à trouver du boulot. Et effectivement, hein, Steria, j'ai pu y retourner pour, pour trouver du boulot. Et ensuite, je suis débauchée par JLL justement, qui est en train de monter leur département digital avec, tu sais, tous ces grands chamboulements qui se sont passés il y a 6 ans, de la PropTech. C'était vraiment le début de la PropTech, qui était, voilà, on a besoin de recruter des gens qui ne viennent pas du monde de l'immobilier pour essayer de construire notre practice data à JLL. Yes. Alors, on sait très bien que enfin, c'est un truc assez d'actualité que les femmes sont sous-représentées dans les métiers du management. Mm-hmm. Plus on monte dans le management, et moins elles sont représentées. Mm-hmm. Est-ce que tu as eu des difficultés, toi, à accéder à ces postes de management? Est-ce que tu as eu des challenges ou bien ça a été assez naturel? Alors, ça a été assez naturel, mais peut-être parce que je m'étais fabriqué mes propres œillères et ma propre carapace. Je t'explique. Donc, je suis une femme issue, alors, de l'immigration maghrébine, même si j'ai grandi en Algérie, c'était pas le même profil que l'immigration maghrébine comme ils ont l'habitude de la connaître en France. Donc, j'étais ces deux choses-là qui sont à la base connues pour être oh là là, des vrais poids, quoi. Mais depuis le début, je me suis mise dans cette, je sais pas, réalité virtuelle ou autre qui était non, de toute manière, je ne réussirai que par mon travail. Et donc, c'est pas ça. Si je suis pas prise à un poste, c'est peut-être parce que j'ai pas la compétence. Et je me suis mise des œillères parce que maintenant, avec du recul, quand je regarde certaines situations que j'ai vécues en me disant oh mince, j'ai loupé parce que j'ai pas fait ça, je me rends compte que non, très probablement, c'était pour autre chose que j'ai pas eu ce poste, que j'ai pas eu cet appart. Et malgré ça, j'ai passé toutes mes premières années d'expérience en complètement niant ça. C'est-à-dire que j'avais des collègues aussi maghrébins dans la boîte où j'étais qui me disaient ouais mais tu te rends compte mais c'est pas juste et puis voilà t'as pas eu ça et tout. Je dis ben non je l'ai pas eu parce que voilà j'avais pas le niveau et moi-même je me suis convaincue de ça. Ça m'a certainement aidé à ne pas me mettre dans le, si tu veux, dans le profil du Calimero qui est de toute manière je l'aurai jamais, c'est parce que je suis une femme ou je l'aurai jamais, c'est parce que je suis maghrébine. Mais honnêtement, avec du recul, je ne sais pas si j'aurais pas dû m'opposer plus à certaines situations. Mais à titre personnel, je ne suis pas une experte dans le domaine, à titre personnel, j'ai toujours essayé de me dire non, non, si je ne l'ai pas eu, c'est certainement pour une autre raison. C'est pas pour ça. Donc, j'ai des petites anecdotes sur des situations qui, avec du recul, me font dire quand même, j'aurais mieux fait de dire quelque chose. Oui. Mais ça c'est, je dirais, j'ai eu de la chance. Ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai pas eu tout ce à quoi j'ai postulé, bien sûr. Après, la raison pour laquelle je l'ai pas eu, j'ai toujours laissé le doute. Enfin, je me suis toujours laissé le doute à l'intérieur sur pourquoi. Alors, petite anecdote sur être une femme au bureau dans une équipe où il y a que des hommes, c'est voilà, tu es entouré de mecs qui parlent de sujets de mecs et au bout d'un moment, bon, c'est saoulant. C'est pas toujours, c'est pas toujours agréable au quotidien. Et
tu as aussi un appel d'offres où tu dois aller, où voilà, on a tous préparé, on a tous bossé sur l'appel d'offres. Toi, tu es la jeune nouvelle diplômée sur le sujet et on te dit, bon, bah, tu viens avec nous présenter au client. Alors, tu es super content, tu dis, OK, qu'est-ce que je dois préparer? Quelle partie je présente et tout? Et on te dit, oh, ben non, 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 tu présentes rien. Et puis, je regarde mon patron parce que je me suis toujours exprimée, c'est-à-dire j'ai jamais gardé les choses pour moi. Donc, je le regarde, je lui dis, mais comment ça, je présente rien? Et il me dit, il sourit. Et pour me répondre, certainement, juste pour passer à autre chose, hein, il me dit, bon non, toi, tu viens, tu feras juste le pot de fleurs. Et ça, moi, c'était la grosse claque, mais j'ai rien dit sur le coup, tu vois. Je la prends et je sais pas comment réagir à la claque. Et je me dis, ouais, il a juste dit ça pour rigoler. C'est une façon de dire, bah voilà, tu viens, t'écoutes et tu apprends. Tu vois, tu as des situations comme ça où avec du recul, je me dis, bah non, j'aurais dû lui dire, il n'en est pas question. Au lieu de faire ça, je suis rentrée, j'ai bûché sur le sujet comme une malade avant la présentation, ce qui fait que pendant la présentation, le client pose une question, c'est moi qui avais la réponse, mon patron me dit, vas-y, réponds, et puis voilà, on commence à discuter et tout. Et en sortie, mon patron, il revient et il me dit, le client, il a demandé à ce que ce soit toi le chef de projet, mais je lui ai expliqué que tu étais la jeune diplômée et que ce n'était pas possible, que c'était la personne qui avait à ta gauche qui serait le chef de projet. Et il était déçu. Et quelque part, à cette époque-là, ça m'avait suffi à rattraper la claque. Je ne sais pas si c'est la bonne démarche ou pas, mais ce qui fait, c'est, en gros, ce qui m'est arrivé à chaque fois que tu avais la claque, c'était, non, je vais prouver que ce n'est pas le cas. Et derrière, il n'y a pas eu spécialement de suite à ces écartades, si tu veux. Je lui ai jamais dit à mon patron que j'avais trouvé ça inapproprié de me dire que je viendrais faire le pot de fleurs. Oui. Il l'a peut-être pas dit de manière sexy, s'il aurait dit ça d'une autre manière à un autre jeune diplômé garçon, parce que c'était pas légitime qu'un jeune diplômé soit chef de projet. Tu vois, c'était même pas un truc auquel je devais aspirer. Mais il y a la forme qui est un truc qui te renvoie toujours à ta condition. Cette question de dire, tu vois, quand on te demande si vous avez des enfants, c'est des choses qui font partie de ton quotidien. Une autre situation, un patron qui était génial, hein, quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, il me dit, alors il y avait un gros projet qui démarrait, il me dit non, non, moi, je ne peux pas te mettre là-dessus. Et il l'a fait, je pense, vraiment, vraiment de bonne foi, pas de bonne foi, pour de bonnes raisons. Il dit, ça demande énormément d'engagement. Je veux te préserver, au sens de, tu vois, la santé, c'est important quand tu es enceinte de pas passer tes nuits à bosser, etc. Et je le prends encore comme, mais non, mais c'est pas juste, je peux y aller, etc. Il met quand même sur un projet beaucoup plus calme, tu sais, avec moins de challenge au quotidien. Alors, je m'ennuie comme un rat mort. Mais après, ma deuxième grossesse, j'ai accouché à terme. Alors que la première, j'étais limite en risque de prématurité. Donc, tu te dis, quelque part, il y a énormément à faire, je pense, sur la façon d'exprimer les choses, sur pourquoi on fait les choses. Il y a du sexisme bienveillant, il y a du sexisme malveillant. C'est pas un sujet évident à aborder. Je pense que si j'avais à le refaire, peut-être que je dirais à moi-même d'il y a plusieurs années, non, bah, tu le dis. Quand quelque chose n'est pas approprié, tu le dis. Et tu dis que c'est, par exemple, ton choix de décider de partir sur un projet prenant ou sur un projet pas prenant. Tu dis que tu n'as pas apprécié le fait qu'on te propose de venir faire le pot de fleurs. J'ai peut-être été trop silencieuse. Voilà ce que je dirais à moi d'il y a 20 ans si j'avais à me donner un conseil. D'un autre côté, en faisant ça, j'ai avancé sans me créer de barrières. Oui. Donc en fait, la stratégie, ça a été de travailler sur les difficultés, de se dire que de prendre ce qui arrivait comme si c'était ta responsabilité, si tu échouais, ouais. et puis d'y aller, et puis au bout d'un moment, ça passe, quoi. Voilà, c'est pas juste, c'est pas normal. C'est pour ça que je me dirais de dire plus et de m'opposer plus à cette situation-là. Mais je pense que quand même, avant de remettre nos échecs sur notre situation de maghrébins, de filles, de quoi que ce soit, de personnes de couleur ou autre, je pense que d'abord, il y a une remise en cause sur la compétence. Oui, je pense qu'il doit y avoir un juste milieu entre ce qui est Exactement. Je acceptable poussais peut-être trop dans un sens. Ouais. J'ai peut-être trop poussé dans l'autre sens. Il faut trouver le juste milieu entre la réalité évidente et l'effort personnel qu'il faut faire pour être légitime. Cool. Ça fait maintenant quelques années que tu es à Singapour, quoi, 5 ans? 5-6 ans? Non, bientôt 8. Ah, ça fait un petit bout de temps. Ah ouais, 2004, 2013,
ouais, 2013, ouais, 7 ans. avec tes enfants et ton mari. Ouais. Quand tu es venu, c'était ton mari qui voulait venir à Singapour. Mhm. Comment tu as appris la nouvelle? Est-ce que toi, tu as été contente de venir à Singapour? Et est-ce que tu es satisfaite de ton expérience à Singapour par rapport à la France? Qu'est-ce qui change? Ouais, beaucoup de questions, super sujet. Satisfaite, oui, complètement. Contente de venir initialement, honnêtement, non. Parce que bah, ça faisait 3 ans que j'étais dans cette boîte de conseil, j'étais en train de postuler à une promotion. Et avec mon mari, on a toujours tous les deux travaillé, mené une carrière sans avoir besoin de dire il y en a un qui avance et puis l'autre qui doit se sacrifier. Je connais beaucoup de gens qui ont dû faire ça, alors que ce soit le mari ou la femme. Hein. C'est dur, c'est un choix difficile à faire. Tous les deux, on a toujours essayé d'avancer ensemble, sans pour autant atteindre les étoiles, mais ne jamais finir avec l'un de nous frustré de dire oui, j'ai sacrifié ça pour toi. Hmm. Après, bien sûr, on fait des sacrifices en tant que couple, ça fait partie de la vie, mais professionnellement, on avait tous les deux envie de travailler, avoir une vie professionnelle épanouie. Donc, je prends ça comme ah bah non, si on fait ça, moi je vais partir, je suis en train de postuler, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, etc. Donc j'ai cette peur. Et pareil, cette petite voix dans ma tête qui dit, mais attends, si tu n'essayes pas, peut-être que dans 20 ans, tu seras cette fameuse tante qui dira, ah, j'ai eu l'occasion d'aller à Singapour et je ne l'ai pas fait. Et je me dis, bon, écoute, vas-y, fais-le. C'est la dernière chance de le faire parce que nos enfants commençaient à grandir. Hein. Nos enfants, ils avaient 6 et 10 ans. On se dit, bah allez, on y va. Donc j'y vais vraiment très dans la patte. La première année, vraiment, je vois rien de ce qu'il y a de bien à Singapour et je vois que ce qui ne va pas. Et, donc, on commence à avancer, je cherche du boulot, je commence à travailler, on travaille tous les deux, nos enfants sont à l'école. Et honnêtement, au bout de 2 ans, je lui dis bah, merci de nous avoir amenés là parce que moi, je ne l'aurais pas fait parce que sur le coup, ça me paraissait comme une folie. Mais avec du recul, oui, très content d'avoir été à Singapour. Donc, c'est quoi la vie à Singapour? Donc, en tant que professionnel, je dirais peut-être, ce dont je parlais tout à l'heure, moins de bagage colonial. C'est-à-dire mon identité de maghrébine ici, ça ne veut rien dire. Donc, je suis juste une étrangère parmi les autres, au même titre que n'importe quel étranger qui vient de très loin. Donc, peut-être ce bagage colonial, cette prise de conscience que, tiens, peut-être que je le portais, ce bagage colonial, sans m'en rendre compte. Hmm. Et donc, plus de chances d'avoir la chance de faire tes preuves sans avoir besoin d'y mettre 3 fois plus d'énergie, etc. Donc, Hmm. professionnellement, peut-être un peu de ça. Sans Et un poids en moins sur les épaules. exactement. Et ce poids que je te dis était inconscient, puisque comme je te disais tout à l'heure, je l'ai toujours nié avant. Mais en arrivant là, Hmm. je me dis, ouais, peut-être que là, ouais, je suis pas maghrébine, on me demande pas d'où je viens, c'est de quelle origine mon nom. Tu sais, quand je dis, voilà, je suis un tel machin, on ne demande pas de quelle origine. Tiens, ah, française, mais de quelle origine? Et tu Hmm. vois, je me rends du compte de certains petits détails du quotidien qui avaient plus et qui rendaient ça plus facile de ne plus avoir ce bagage. Le deuxième élément que je dirais en tant que pro, c'est que dans un environnement beaucoup plus multiculturel, Singapour, c'est super multiculturel. Hein, c'est une petite île. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais la proportion d'étrangers est très importante. Et les étrangers, ça part des États-Unis à l'Australie, en passant par tout ce que tu as entre les deux. Donc, Hmm. un environnement beaucoup plus culturel, où la culture dominante, c'est pas la culture occidentale, ça ramène toujours, tu vois, se dégager du bagage et du coup, euh, te sentir pas des ailes pour être encore plus je veux pas, ambitieux. Alors, c'est jamais été un grand terme pour me définir, mais tu vois, pour te sentir légitime à lever la main pour certaines choses, etc. Donc, je dirais ça. J'ai appris beaucoup professionnellement à travailler avec autre chose que avec d'autres cultures. En France, j'étais dans un environnement très franco-français. Hmm. Alors, ce n'est pas une généralité de la France. Hein. Il y a plein de gens en France. Mon mari a toujours bossé dans un environnement international, même en France. Celui d'où je venais, moi, était très franco-français. Donc, pour moi, c'était vraiment un changement. Donc voilà, cette ouverture internationale, cette diversité, ça a cassé un tas de certitudes que j'avais où je me suis rendu compte que ce n'était pas des certitudes, c'est juste comme ça que je m'étais construite sur un seul moule. Donc ça. Et ensuite, à titre personnel, en tant que maman, en tant que personne et socialement, alors il y a plein de choses, hein, je ne sais pas si on a le temps de parler de tout ça, mais je dirais que la première, en tant que maman, c'est un environnement plus sûr pour ses enfants, où tu t'inquiètes vraiment juste sur la partie éducation, mais pas sur la partie sécurité. La petite anecdote, c'est que la première année où on était là, l'anniversaire de ma fille de 10 ans, donc on invite des petites filles, et qui à la fin de l'anniversaire me disent
Madame, vous pouvez me réserver un taxi pour rentrer. Et je les regarde et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Mais tes parents, ils viennent pas te chercher? Non. Mais tu vas prendre un taxi toute seule? Non. Mais attends, je vais venir avec toi. Et puis, tu as une deuxième gamine qui vient te dire, Madame, est-ce que vous pouvez me commander un taxi? Et tu dis, non, mais attends une minute, je vais d'abord accompagner. Et tu te rends compte que tu as 5 gamines qui te disent, Madame, est-ce que vous pouvez me commander un taxi? Et tu vas pas pouvoir les raccompagner toutes chez elles. Et donc, la première fois, tu es choquée. 6 mois plus tard, ta fille, elle va en taxi toute seule aux anniversaires. Ça, c'était un des premiers chocs sécurité, si tu veux, pour illustrer. Hein, c'est juste une anecdote ou un exemple. Donc, la sécurité, de ne pas avoir peur pour tes enfants. Tu sais, quand ils sont dehors, bien sûr, tu as peur pour eux, hein, qu'ils tombent, qu'ils se blessent, qu'ils traversent sans faire attention, etc. Il y a toujours ces choses-là. Mais tu n'as pas la peur de sécurité qui est pareil, tu t'allèges, tu vois. Je me suis allégée de ça aussi. La chance de voyager, bien sûr, à Singapour, hein, raisonnablement, dans des destinations qui, pour la France, sont très exotiques. Pour ici, sont tout à fait normales. En ce moment, c'est pas tellement le moment de parler de voyage. Hein. Avec le Covid, on est un peu isolé. Mais limité à l'île de Singapour. Ouais. Donc, un sentiment de vacances permanente. Le pouvoir des tongs. Je ne savais pas que ça avait ce pouvoir-là. Tu sors du boulot. Alors, tu as bossé dur, hein, tu as des grosses journées. On n'est pas non plus, on fait pas non plus rien du tout. Mais tu enfiles tes tongs, tu descends au barbecue de l'immeuble et puis tu fais un barbecue avec des copains. Tu as juste l'impression que tu es en été en vacances, comme en France, quoi. Tu as ça qu'une fois par an. Là, tu as cette déconnexion. Tu la gères quotidiennement. Alors, pas vraiment quotidiennement maintenant. Hein. À la fin, on rentre un peu dans un train-train, il faut se le dire. Mais au moins de manière hebdomadaire, quoi. Le week-end, tu peux te sentir en vacances chaque semaine, chaque week-end. Tu peux vraiment déconnecter. Voilà, ce serait le troisième élément. Après, il y en a plein. Hein. Le plaisir aussi de l'indifférence, qui se ramène un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure. Tu sais, le poids de la culture dont je parlais tout à l'heure. Tu sais, l'indifférence ici, où t'expliques pas, où tu peux être ce que tu es sans aucun besoin d'expliquer, parce qu'ici, c'est normal d'avoir des gens qui viennent de partout, c'est normal d'avoir des gens qui ont des religions différentes, c'est normal d'avoir des gens qui... alors, tu vois des gens qui brûlent des petits papiers pour éloigner les esprits, tu as des gens qui vont être athées, tu as des gens qui vont être religieux, enfin monothéistes comme on les connaît, et tout le monde se supporte. Respect. Alors, c'est pour ça que se respecte, on va dire. C'est pour ça que j'ai l'indifférence, mais l'indifférence dans son sens le plus positif. C'est la liberté de vivre tes convictions sans besoin perpétuel de te justifier de pourquoi tu le fais, de « Ah ouais, quand même, c'est pas un peu vieux jeu, c'est normal ici d'être tous différents. » Et je me suis rendu compte qu'effectivement, avant, c'était des choses que je m'appliquais à garder le plus discrète possible. Oui. Alors, sans pour autant chercher aujourd'hui à exposer que c'est Ramadan, je jeûne. Je sais que si on me pose la question, je vais répondre et la personne va dire « Ah ouais !» et puis elle va s'en aller. Chose qui Il n'y aura avant, pas aucun chaque commentaire. fois que voilà, aucun commentaire sur mais est-ce que tu bois pas de l'eau quand même? Et c'est rien du tout, c'est pas méchant, c'est bienveillant. Tu bois pas C'est de tout l'eau. le temps, Comme chaque année. ça change d'une année à l'autre. Ça me fait trop Exactement. rire. Donc toutes ces petites choses que tu expliquais perpétuellement et je sais pas pourquoi, tu te retrouves ici avec une indifférence mais qui fait du bien. Tu sais, tu pourrais. Et après, tu en as d'autres aussi où ça fait réagir. Hein, quand tu vois dans la culture chinoise, bouddhiste, qu'au mois de septembre, ils vont tous brûler des petits papiers qui représentent des voitures pour leur mort et tout. Alors après, chacun ses croyances, pas de jugement. Mais voilà, tu poses pas de questions. C'est ce qu'ils font. Ils y croient. C'est ce qu'ils font et puis c'est tout. Et il n'y a pas de standard et d'exception. On est tous le standard. C'est le standard d'être différent. Et donc ça, effectivement, c'est un autre des points que je vis à Singapour en tant que personne, c'est le plaisir de l'indifférence. Non, c'est clair. Alors voilà, après, moi, ça me faisait rire. voilà. Rien qu'hier, j'allais dans une bakery, une boulangerie. Et j'ai une Chinoise qui est passée, elle était clairement pas musulmane, rien à voir. Et elle a demandé... is this cake halal? Enfin, c'était clairement, elle voulait acheter un cadeau pour ses amis ou quoi que ce soit. Elle a demandé à la boulangère, est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Elle a dit non, elle est partie direct. C'était trop mignon. Exactement. Et j'ai une anecdote là-dessus aussi. Au bureau en France, justement, cette volonté d'être le plus discret. Tu vois, ma religion, je la vis pour moi-même. Je la vis pas pour l'exposer. Tu sais, en plus, on exagère tout ça. En France, tu vois, quand il y avait au bureau des pots,
J'ai toujours non, mais c'est bon, t'embête pas pour moi. Ou quand tu es invité à dîner, qu'on me dit mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai non, mais c'est pas grave. Et du coup, tu mangeais les légumes ou tu mangeais pas tout. Tu disais bien sûr pas de porc, mais après tu disais bah si tu fais faire du poisson, c'est bon, mais t'essayais de garder ça le plus discret possible. Ici, la première fois qu'il y a eu un pot au boulot où il y avait un buffet, et ben le buffet, il y avait un gros panneau qui montrait une partie qui était halal, une partie qui était végétarienne et une partie qui était rien de tout ça. Enfin, une partie où il pouvait y avoir autre chose. Et je regardais autour de moi, c'est quand même une boîte américaine où il y a énormément, alors il y a des locaux, il y a énormément d'étrangers, mais plutôt occidentaux. Et c'est tout à fait normal d'être dans le mode où tu t'adaptes à tout le monde. C'est une chose qu'on n'aurait jamais pu voir avant, de dire oui, mais pourquoi, enfin, tu vois, on va pas se laisser embêter par tous ces gens qui ont des différentes habitudes. Et ici, je peux dire que c'est compliqué. Parce que dans les végétariens, tu as ceux qui mangent des œufs, ceux qui mangent pas d'œufs, mais c'est très respecté. Je ne vais pas juger pourquoi tu manges des œufs ou pourquoi tu manges pas d'œufs et je vais pas te le demander. Je vais juste essayer de m'adapter à te faire plaisir. Donc, c'est vraiment comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Essayer d'accepter l'autre comme il est, sans jugement. Même si tu as ton point de vue personnel. Enfin, j'ai mon point de vue personnel sur brûler des petits papiers pour aller donner une voiture à tes parents décédés. Bien sûr, j'ai mon avis personnel. Mais ce n'est pas l'espace pour aller lui expliquer ce que j'en pense. Exactement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ah, je trouve qu'ils sont vraiment respectueux. Une autre anecdote que j'ai eue aussi, c'est récemment, on allait manger des crêpes. Je ne sais pas si tu connais les pancakes, les fluffy pancakes, les pancakes épais, là. Ouais. Et on y va avec ma femme et on veut commander ces fluffy pancakes. Dans une des recettes, il y a de la chantilly au-dessus. Et on veut commander celui-là. Donc, c'était des Japonais ou des Chinois, je ne sais pas. Donc, ils partent. Elle revient, elle dit sorry, but excusez-moi, mais on met de l'alcool dans notre chantilly, donc je pense que vous ne mangez pas de l'alcool. Genre, elle était encore une fois super mignon. Genre, on a dit, ah, trop bien, super. Enfin, on était super contents qu'ils nous aient prévenus. On leur a dit, bah, ok, bah, merci beaucoup, mettez pas de chantilly. On était choqués. Pourtant, je sais pas, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de religions ici. Il y a tous ceux qui mangent, les hindous qui mangent souvent que végétariens. Il y a tout type de diet ici, de régime alimentaire. Et les gens c'est font beaucoup vraiment moins attention. compliqué qu'en France. C'est moins compliqué en France. Beaucoup moins compliqué à gérer. Voilà. Ça fait quand même longtemps qu'il y a des musulmans en France, ou bien d'autres types de religions. Et chaque année, tu as l'impression que tu dois leur réexpliquer. Donc voilà, ça c'est un côté quand même agréable. Et c'est aussi bien d'élever ses enfants dans un environnement comme ça. J'ai beaucoup moins de difficultés à partager avec mes enfants, à en parler, qu'en France, où effectivement, c'était toujours quelque chose qu'il fallait toujours prendre avec des pincettes pour essayer d'éviter de se faire mettre l'étiquette de radicalisation ou de maltraitance des enfants, etc. Après, c'est des choix individuels. Hein. Toutes les personnes seront ce qu'elles sont à l'âge adulte. Mais en tant qu'enfant, je trouve que c'est beaucoup plus serein ici de pouvoir échanger, là-dessus parce que pouvoir échanger librement parce que c'est pas l'attar. Là où avant, c'était quelque chose à expliquer avec des pincettes. Au final, c'est toujours intéressant juste de comprendre qu'il y a d'autres manières de vivre en fait et que c'est pas la vie dans le pays où on a grandi, que ce soit en France ou dans un autre pays, c'est pas standard quoi. C'est juste un mode de vie et comprendre que dans ce mode de vie, ils sont comme ça, mais tout le monde n'est pas comme ça quoi. Exactement. Et j'espère qu'effectivement, ça, c'est une des grandes choses que je suis contente d'avoir apporté à mes enfants. C'est une exposition assez jeune à justement cette ouverture, à cette différence et la capacité d'être qui tu es dans cette différence, plutôt que d'essayer de te noyer dans un moule différent de toi, quoi. Oui. Cool. Donc, c'est quelque chose d'assez agréable. Après, à Singapour, voilà, on parle des petites choses sympas. Tout n'est peut-être pas idéal. Il y a toutes ces questions qui viennent souvent de France sur le pouvoir autoritaire, etc. Encore une fois, pour moi, c'est une ouverture. Le juste milieu, la réalité est quelque part. Oui. La réalité est quelque part au milieu. Et il y a des choses il y a des visions qui étaient, je vais dire, que j'avais dogmatiques avant sur la liberté, etc., que tu remets en cause en te disant, oui, mais c'est quoi la vraie liberté, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant de comparer les deux et je pense que la réalité, elle est au milieu.
L'autre anecdote choquante quand tu arrives ici en tant que Français, c'est que le premier formulaire que tu as à remplir, ou la moitié des formulaires que tu remplis dans ta vie, il y a deux cases, une où on te demande ta race et une où on te demande ta religion. Oui. C'est quelque chose qui m'avait choqué en arrivant, de dire oh, j'arrive ici, je dois dire c'est quoi ma religion, je dois dire c'est quoi ma race. Mais comme ça fait partie de la société, après, bon, c'est pas quelque chose que les gens considèrent comme aussi privé. C'est personnel, mais c'est pas tant privé que ça. Oui. Tu n'as pas besoin de dire, mais je n'ai pas à te dire qu'est-ce que je suis, parce que par définition, qu'est-ce que tu es ne définira pas l'interaction que tu as avec l'autre. Exactement. Après, tu as toutes les dérives de la data en tant que personne de la data, effectivement. Quand tu fais ça en bienveillance, c'est merveilleux de dire, bah, écoute, il n'y a aucun souci. Si je te demande ta race, ce n'est pas parce que j'ai envie de te traiter différemment, c'est parce que je fais mes statistiques sur la diversité. Après, tu sais comment ça peut être utilisé à mauvais escient. Donc, c'est toujours ça l'équilibre à garder. Donc, c'est pour ça que je te dis la vérité entre les deux. Entre demander systématiquement ta race et ta religion et considérer ça comme un tabou, mais avoir tellement de poids derrière que c'est présent dans la société sans y mettre les mots, je pense qu'il y a de l'intelligence sociétale à avoir pour trouver le bon équilibre. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. J'avais une ou deux questions d'un des auditeurs. Ouais. Pardon. C'est des questions assez rapides. Mm-hmm. Alors, une personne qui demande, qui est en informatique et qui voudrait travailler à Singapour, qui s'intéresse à travailler à Singapour, Oui. est-ce que tu as des conseils pour trouver du travail à Singapour en informatique? Est-ce que tu as des conseils? Ok. Alors, des conseils, directement non. Ce qu'il faut savoir à Singapour, c'est qu'on n'y vient que sponsorisé par une entreprise. Donc, on ne peut pas obtenir un visa de résidence si tu n'as pas un poste. Avec la situation actuelle de Covid, je ne sais pas quelle est l'échelle à laquelle cette personne souhaite venir à Singapour, mais il est clair que moi, je le vois dans mon entreprise, il y a une préférence nationale. Et là aussi, hein, c'est un débat qui peut ouvrir de longues conversations entre la France et Singapour. Hein. Je ne vais pas m'enfoncer dans ce débat-là, mais typiquement aujourd'hui, j'ai des postes ouverts et je n'ai pas le droit de recruter autre chose qu'un Singapourien ou un permanent résident. Donc, en ce moment, il y a une vraie difficulté à essayer d'arriver à Singapour dans la situation actuelle si tu n'es pas sponsorisé par une boîte qui recherche ton profil en particulier et qui te ramène. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que j'ai beaucoup entendu en arrivant, et désolée de ne pas avoir énormément de recul là-dessus, c'est que Singapour, c'est une immigration choisie. Ils ne sont pas très intéressés par les personnes en début de carrière. Ce qui les intéresse, c'est plutôt, tu vois, le 5-8 ans où tu as une expertise à apporter et qui manque et qui veulent amener. J'ai toujours entendu ça. Alors, il ne faut pas se décourager pour autant, mais je pense qu'en tant que jeune diplômé ou très jeune professionnel, c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas si tu en sais plus, toi, Abdelrahman, dans ton domaine, autour de Dans mon toi. domaine, il y a des domaines qui sont plus demandés que d'autres. Donc là, pour le coup, sur l'IT, les data science, par exemple, sont des domaines qui sont très demandés. Donc où ils sont un peu moins regardants. Mais ouais, moi j'ai eu la chance, alhamdoulilah, de pouvoir venir juste après mon master directement sans expérience. D'accord. Donc, Mais c'était très difficile et j'ai fait mon stage de fin d'études ici aussi. Donc c'est possible d'avoir un Working Holiday Pass si on est toujours étudiant ou si on vient d'avoir son diplôme de 6 mois, qui permet de faire un stage ou voilà, de faire un stage, par exemple, en fin d'études en général, c'est comme ça que c'est utilisé. Et sur place, si on fait vraiment du bon travail et que le secteur est en demande, il est possible que l'entreprise puisse faire une offre d'emploi, enfin, puisse postuler pour le stagiaire, quoi. Mais ouais. actuellement, bon, c'est compliqué parce que même pour ce visa-là, c'est très difficile à avoir. Je ne sais même pas si c'est possible de l'avoir avec le Covid, donc peut-être en 2021, fin 2021. Mais c'est possible si, je vais dire, si c'est un domaine qui est très demandé et de préférence si on est déjà sur place, on a fait un petit stage au moins. Mais c'est très difficile, c'est pas évident. Ouais. Si on a au moins 2-3 ans, là, on a quand même beaucoup plus de chances et 5 ans, 6 ans, c'est l'idéal. Ouais. Je suis d'accord. C'est que j'ai toujours entendu que les jeunes diplômés avaient plus de mal. Moi, étant arrivée après une carrière, je suis pas le meilleur exemple pour en parler, mais j'entendais autour de moi des gens dire ils recherchent au moins quelques années d'expérience pour pouvoir capturer, si tu veux, du cerveau, quoi. Ouais. Voilà.
Très bien. Il y avait une autre question. Est-ce que tu conseilles des formations qui sont bien vues? Bah, ça, je pense qu'on a un peu évoqué, les formations IT, euh, Ouais, enfin, IT Data Science. Après, les masters, ils ouais. demandent Alors les masters. Oui. une chose très importante, indépendamment du sujet de la formation, ce que j'ai découvert en arrivant ici, à Singapour, on est beaucoup plus attaché aux diplômes et aux certifications qu'on peut l'être en France. En France, on Hmm. regarde effectivement ton diplôme d'origine, de quelle école tu sors, etc. Mais après, ton expérience pèse énormément. Hmm. Ici, quand je suis arrivée, si j'avais un conseil à donner, c'est que moi, quand j'étais dans ma boîte, j'ai eu l'occasion de passer, tu sais, le PMP, et puis oh, j'ai pas eu le temps, j'ai continué, j'estimais que mon expérience allait parler d'elle-même, etc. Ici, c'est très important d'avoir des certifications. Hmm. Donc, si quelqu'un pense à venir, je pense que c'est important de passer par les certifications principales et internationales qui correspondent au domaine d'expertise sur lesquels cette personne postule. Néanmoins, si je peux rajouter quelque chose, c'est que, ils sont moins regardants sur la qualité de l'école, enfin, notamment les écoles françaises, par exemple. Moi, j'ai juste fait Ouais, une université normale. Enfin, c'était l'université à Lyon, ouais, Claude Bernard. J'ai pas fait de très grandes écoles, ou de ouais, grandes écoles. Et pas regardant du tout sur. En fait, ils regardent juste, ça fait partie des listes des écoles officielles. Tu vois, ils ont un panel de 100 ou ouais. 150 écoles en France. Et si tu es dedans, Mhm. bah, voilà, pour eux, que tu viennes de Polytechnique ou que tu viennes de HEC ou quoi que ce soit, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit très, qui Mhm. apporte quelque chose dans. Et en plus de Ouais, ça, oui, si on rejoint une compagnie locale ou internationale ici, euh, l'école dans laquelle tu viens aussi, ils connaissent pas du tout. Enfin, en général, c'est pas très connu les écoles françaises en Asie ouais. du Sud-Est. Que tu Mhm. viennes de, voilà, tu t'es fait Paris-Dauphine ou X, ou à part quelques noms, ils ont quelques noms qu'ils connaissent, genre peut-être HEC ou l'ESSEC, peut-être. Mais Mhm. si tu viens d'une université, tu as un diplôme, voilà, ils connaissent pas trop les rankings, le rang des écoles en France. Et c'est peut-être pour ça qu'ils s'attachent aux certifications. Je te dis, moi, pour moi, c'était une chose importante, c'est la volonté de voir les certifications que tu as. C'est quelque part rassurant d'embaucher quelqu'un qui a une certification qui est connue, tu sais, le PMP, le Prince, les trucs comme ça. Oui, Et ça dépend du métier. Hein. Je suis en train de parler des choses qu'on m'a demandé quand je suis arrivée. Hein. Ça ne s'applique pas à tout le monde. oui. Et derrière aussi, la volonté de comprendre de quelle industrie tu viens, d'être dans une boîte d'industrie, des industries standards. Mais en gros, à très court terme, je pense que c'est assez difficile, bah, comme je pense dans beaucoup de pays. Mais un petit peu plus long terme, quelqu'un qui a vraiment envie, il ne faut jamais se dire bah non, je ne peux pas y aller parce qu'ils ne recrutent pas des jeunes diplômés, etc. Il y a toujours des exceptions. Donc, moi, je dis euh, essayer de se faire un réseau, de contacter du monde, obtenir quelques certifications ou une certification qui a pignon sur rue et commencer à contacter du monde pour essayer de trouver quelque chose. Ok. Et enfin, dernière question, maîtrise d'une langue étrangère ici dans la région, mandarin, bahasa, japonais. Bah, ici à Singapour, l'anglais suffit amplement. Ouais. Après, selon ce que tu veux faire, ça devient un plus. Voilà. Les langues étrangères, je dirais que c'est un plus. C'est pas nécessaire. Moi, je parle aucune de ces langues-là. J'ai quand même réussi à avoir un travail. Bon, c'est une boîte globale, c'est pas pareil. Par contre, quand je Hmm. suis arrivée, j'avais essayé de faire un petit peu de entre guillemets entrepreneuriat toute seule pour vendre mes services, tu sais, de conseil. Hmm. J'étais rentrée en contact avec des personnes très intéressantes et le patron de la chambre de commerce chinoise à Singapour m'avait dit un jour, tu sais, pour faire du business avec la communauté chinoise à Singapour, si tu parles chinois, c'est ton point d'entrée. Si tu es de culture chinoise, tu peux travailler. Donc, tu as toujours des exceptions, mais clairement, tous les gens que je connais, tu vois, genre toi, Abdelrahman, moi, etc., on parle anglais et c'est plus que suffisant pour pouvoir travailler. C'est quand même la langue nationale. Donc, c'est Hmm. suffisant pour avoir besoin de travailler. Après, si tu es dans des démarches beaucoup plus commerciales, beaucoup plus entrepreneuriales, etc., là, je pense que ça entre en jeu, tu sais, la culture, la langue, etc. Hmm. Donc, c'est Et toujours un plus, mais après je l'anglais, pense ça pas que serait c'est du une coup le barrière. mandarin pour le coup. Ouais. Après l'anglais, ça serait d'abord le mandarin qui t'ouvrirait plus de portes que toutes les autres langues. Le japonais, ça reste une langue étrangère ici. Donc, ça serait bien Hmm. si tu te dirigeais vers des entreprises qui ont besoin de faire du business avec le Japon. Donc là, je dirais que la réponse simple à ça, c'est que l'anglais est largement nécessaire pour pouvoir travailler. Le mandarin est un plus pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir développer un réseau plus fort, pour pouvoir faire du business avec la communauté chinoise, etc. Mais ce n'est pas une nécessité.
Écoute, Nabila, merci beaucoup. On a fait le tour des questions que je voulais te poser. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou un podcast à recommander que tu as lu récemment, qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit maintenant ou plus tôt, il y a plusieurs années? En ce moment, je passe beaucoup de temps sur la partie communication parce que je me rends D'accord. compte que justement, plus tu évolues professionnellement, plus ton plus gros challenge, c'est pas ta compétence technique, mais c'est ta capacité à communiquer et à travailler avec les gens et à éviter les, euh, les non-dits ou les Hmm. malentendus, etc. Tout ce qui est, je sais pas comment dire en français, les soft skills. Voilà, voilà. Donc, je travaille énormément là-dessus en ce moment. J'ai beaucoup de sujets sur lesquels je fais un travail personnel. C'est ce que j'ai lu récemment, mais bon, ça se raccroche pas trop à ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, hein, mais c'est Nonviolent Communication de Satya Nadella pour, tu vois, genre réussir à gérer le perçu. Tu vois, je suis quelqu'un qui parle assez vite, assez fort, et c'est très souvent pris comme de l'agressivité. Mhm. Là où effectivement c'est pas le cas, et du coup il y a des choses très intéressantes dans ce bouquin pour gérer la communication et essayer d'être vraiment dans de la connexion positive dans D'accord. l'interaction de communication avec les gens. Donc voilà, je passe beaucoup de temps sur ce genre je passe beaucoup de temps sur ce genre de lecture. Je pense que c'est super important, surtout Sinon, pour toi, quand on a un poste managérial ou quand on doit communiquer, même pas forcément, même avec tout type de communication avec ses collègues et tout, ouais, ouais. c'est des Et puis avec compétences qui des sont. équipes qui ont des âges différents, des cultures différentes, bah, tu te rends compte que des fois, bah, le silence ne veut pas forcément dire l'approbation. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un de mes gros challenges, si tu veux, de Hmm. réussir à, à organiser ça, à gérer ça de manière fluide, on va dire. Euh, je suis aussi une fan de Simon Sinek hein, sur tout ce qui est, tu sais, entreprise De et tout why. ça. Ouais, le why, le what, etc. J'utilise vachement beaucoup ça. Enfin, en gros, si tu veux, la data governance aujourd'hui, ce que je te disais, comme c'est la carotte et c'est pas le bâton, le plus gros challenge que j'ai, c'est d'attirer le sponsorship du business pour pouvoir faire les choses qu'il faut faire. Parce que c'est toujours relégué à bah, aller voir avec l'IT et puis gérer ça. Et donc, le why et tout ça, c'est vraiment des sujets qui m'ont aidé à formaliser énormément le message pour aller chercher, tu sais, le support du leadership métier sur la partie data. Parce que le support du leadership IT, il est nécessaire et il est déjà obtenu de fait, puisque l'IT sait très bien que c'est nécessaire. Mon plus gros challenge, c'est de réussir à briser la glace avec le leadership métier qui est vraiment très, très loin de ces domaines-là. Donc, voilà, c'est la communication et le why, le human-centric design, tu sais, genre vraiment se mettre on dit dans les chaussures, mais on dit pas ça, Si, on dit dans les bottes, ça. dans les bottes, voilà. Oui, oui, oui. Euh, Ah, se ça, c'est en mettre dans les anglais, bottes de des ton choses. interlocuteur. Ouais, ouais, ouais. Se mettre dans les bottes de ton interlocuteur quand tu lui parles de quelque chose, quoi. Euh, c'est Hmm. vraiment, voilà, c'est un sujet sur lequel voilà, je travaille énormément en ce moment sur moi-même. Ok. Écoute, super intéressant, je mettrai ça en description. Si on Je souhaite, t'en prie, si un merci. des auditeurs souhaite te poser des questions, quoi que ce soit, il peut te contacter sur LinkedIn. Oui, pas de souci. Ok, très bien. Bah, je mettrai ça en description. Avec Ben plaisir. voilà, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour toi et ta famille, Inch'Allah. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi aussi, Inch'Allah. Allez, à bientôt. Salam alaikum. Salam alaikum. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.